Tout va bien pour moi, bien sûr que non. Ah On ouais, est mais tous dans le même bateau, on a tous connu la même merde. Pour tout le monde, ça a été difficile le CNSM, tout va bien. Et c'est quand on commence à rentrer dans des structures un peu plus conséquentes, à commencer par le CNSM de Paris, ben c'est là où on commence un peu à déchanter. Non. Ah ouais, mais lui, tu vois, lui, il a mieux chanté que toi, donc lui, il travaille plus. Donc c'est-à-dire que toi, tu travailles pas assez. finché c'è brilla una stella e la luna splenderà, il più bello, la più bella, tutta notte danzerà. Moi, ce que je veux, c'est faire mon métier, c'est-à-dire chanter, et donc faire ce que j'aime. Je me suis rendu compte du niveau qu'il y avait. Ben, en fait, ça m'a pris, pas une crise d'angoisse, mais comme si d'un coup, je me prenais une claque dans la gueule et on me disait, Jean-François, réveille-toi, là, on joue plus. Toi, tu es une exception, mais tu vois, des exceptions comme toi, il y en a plein. Mamma mia, in mezzo al mare, mamma mia. On m'a appelé pour me dire que j'ai été pris, mais d'un coup, je me suis mis à pleurer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec Jean-François Maras, qui est donc chanteur lyrique. Il est passé entre autres par le CNSM de Paris et l'atelier lyrique de l'Opéra Bastille. Mais avant toute chose, je vais surtout le laisser lui se présenter. Premièrement, Jean-François, ça fait super plaisir de parler avec toi aujourd'hui, d'avoir cet échange. Comment tu vas? Ouais, très bien, merci de me recevoir et je suis très content de pouvoir être là avec vous et avec toi. Donc, voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler justement donc de ton parcours et des raisons qui ont fait que tu as décidé de faire cette carrière? Alors, pour résumer simplement, ben, moi, à l'âge de 14 ans, je suis allé au bal de fin d'année à l'école et j'ai un ami qui chantait du corse et qui jouait de la guitare. Et en fait, ben là, à ce moment-là, j'ai eu un déclic et donc j'ai voulu commencer à chanter et à jouer de la guitare. Voilà. Donc, le lendemain, ma mère, elle me trouve une guitare par rapport à la cousine, etc. Et donc, pendant 2 ans, j'ai commencé à chanter du corse et jouer de la guitare. Je passais beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai même presque arrêté l'école parce que ça m'intéressait pas des masses, l'école. Voilà. Et comment dire, après, j'avais 15 ans et demi, 16 ans, j'ai rencontré mon professeur qui s'appelle Jean-Paul Grisonne et qui aujourd'hui me suit toujours, évidemment. Et donc, lui, il m'a enseigné l'art lyrique, donc le chant d'opéra, et il m'a transmis sa passion. Et donc, à l'âge de 18 ans, comme lui, il a un peu chanté en Italie et aussi un peu sur Paris, qu'il avait des contacts avec le conservatoire du 12e, dans lequel il a pu faire quelques productions, parce que lui, voilà, lui, il a jamais fait pratiquer ce métier pour l'argent, il a toujours fait par passion et par plaisir. Donc voilà, je suis rentré à 18 ans, donc en passant l'audition comme tout le monde au 18e, pardon, au 12e arrondissement, donc le conservatoire Paul Ducas. Et donc là-bas, j'ai pu rentrer dans la classe de Didier Henry. Voilà. Et je suis resté pendant 5 ans avec lui. Puis après, voilà, 3 ans au CNSM et 3 ans à l'atelier lyrique de Bastille. Voilà. Super et du coup, comment tu as vécu, ces années-là? Est-ce qu'il y a des, c'est des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? C'est, tu peux nous parler un petit peu plus justement de ces moments, de cette période peut-être charnière, celle où vraiment tu t'es retrouvé à Paris et là, je pense, ça a confirmé ce que tu voulais faire, non? Oui, voilà. Alors déjà, oui, quand je suis arrivé sur à Paris, forcément, ben déjà, moi, jamais j'avais pensé à partir à Paris comme ça, enfin, entreprendre des études opératiques, je dirais. Donc, c'est vraiment très classique. J'avais jamais fait de solfège ni rien. Là, comme j'ai dit, la guitare, j'avais appris vraiment tout seul avec une méthode où on me voyait les doigts, moi je prenais les accords et voilà, je travaillais tout seul de mon côté. J'étais vraiment, voilà, voilà, j'ai appris vraiment d'instinct, je dirais, sans Mmh. vraiment travailler vraiment la structure de la musique, quoi, hein, le solfège. Donc, et donc en fait,
c'est mon prof qui a dit à mon père, est-ce que Jean-François, il a un potentiel, il faut qu'il parte. Il peut pas rester en Corse, sinon il n'avancera pas sur le plan musical donc, et vocal. Et donc, en fait, ben, quand mon père il m'a proposé ça, j'avais presque 18 ans, hein, voilà. Et donc, il m'a dit, Jean-François, est-ce que tu veux partir? Et moi, j'ai dit oui, je l'ai même pas laissé terminer la phrase. J'ai dit oui, c'était évident. En fait, pour moi, c'était une évidence. Voilà, que c'est pas que ma vie était ailleurs, mais c'est que il fallait que je prenne mon courage à deux mains et partir de mon cocon familial, de ma petite île, pour pouvoir entreprendre, je dirais, un très long chemin d'études et pour pouvoir exploiter au maximum les capacités qui sommeillent en moi. Voilà. Mhm. Donc voilà, je me retrouve à 18 ans au conservatoire du 12e. Donc ces 5 ans avec Didier, ben c'était chouette parce que bon, au début on arrive, on est jeune, on se pose pas de questions, on profite que des bonnes choses, voilà. Et c'est quand on commence à rentrer dans des structures un peu plus conséquentes, je dirais, comme à commencer par le CNSM de Paris, par exemple, hein, et ben, enfin là du coup par rapport à mon parcours, ben c'est là où on commence un peu à déchanter. Parce Mhm. que, c'est-à-dire qu'avant, on chante, et quand on rentre dans les structures, on déchante. Pourquoi? Parce que, avant de rentrer dans de très grandes structures, on n'a que le plaisir de la musique, on a du temps pour apprendre ce qu'on doit apprendre, voilà, on profite vraiment de l'aspect vraiment de bonheur de la chose. Mais quand on rentre dans des structures, on doit des comptes, on a des notes, on a des examens. Bien qu'on en ait dans les conservatoires plus petits et donc de d'arrondissement. Euh, Là-bas, on doit des comptes, on doit être bon, on n'a pas le choix. Et quand on arrive comme moi, ayant fait très peu de solfège, euh, ben on te dit que en gros, je sais pas, j'exagère, mais c'est comme si j'arrivais en sixième et que d'un coup on me dit bon ben là en fait t'es plus en sixième, t'es en maths sup. Donc tu vois, là, je commence un peu à blanchir. Je me dis, bon, ben, hein, j'ai la santé, j'ai mes deux mains et j'ai le courage. Je vais me mettre à bosser comme un malade. Donc, j'ai eu l'occasion, ils m'ont aidé beaucoup, hein, à passer parce que j'avais beaucoup de lacunes, n'ayant pas fait assez de solfège, ayant commencé très tard, en fait, hein, à apprendre la musique. Donc, ils ont été très conciliants à ce niveau-là. Au contraire, ils m'ont donné plus de cours de solfège, etc., pour que je puisse, au bout des 3 ans, avoir un niveau je dirais, plus que correct, vraiment. Mhm. Donc, voilà. Bah À alors, partir de là, voilà, c'était la première vraie difficulté que j'ai eue, je ok. Et, dirais. bah, du coup, ça me fait penser, parce que tu me disais en off que toi, bon, bah, le track, parce que c'est quand même mon sujet de prédilection, Mm, c'était pas forcément si marqué que ça chez toi. Mais tu m'as raconté, quand tu n'avais pas le track, c'était parce que tu as une envie de donner le meilleur de toi-même. Mais tu m'as mm, dit qu'il y avait quand même deux, trois expériences où tu as eu vraiment le mauvais track, celui qui t'a vraiment dérangé et empêché de faire ce que tu voulais. Est-ce que mm. tu as eu justement une ou deux anecdotes à propos de ça et est-ce que tu peux nous parler de ces fois-là, comment ça s'est passé pour toi et peut-être quelles sont les raisons pourquoi cette fois-là tu as eu le track alors que d'habitude tu l'as pas en fait. Comment ça se fait quoi? Mm. C'est ça. Alors déjà, la première anecdote, hein, c'est bien sûr quand j'ai passé ben, l'atelier lyrique de Bastille, hein, ben, en fait, j'ai eu un trac au point où j'avais le ventre complètement bloqué. Mais vraiment, j'ai jamais eu ça. Moi, à chaque fois, je chantais assez à l'aise. Mais quand je suis rentré, quand j'entendais les autres chanter, je me suis rendu compte du niveau qu'il y avait. Ben, en fait, ça m'a pris, pas une crise d'angoisse, mais comme si d'un coup, je me prenais une claque dans la gueule et on me disait, Jean-François, réveille-toi, là, on joue plus. Là, on est dans la vraie vie. Là, c'est du sérieux. Tu peux plus te permettre de chanter comme ça devient comme ça. Là, faut que tu assures, faut que tu montres ce que tu as. Tu vois, toi, tu es une exception, mais tu vois, des exceptions comme toi, il y en a plein. Mhm. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais eu vraiment de mur devant moi parce que j'étais jeune et donc ça pouvait que monter. Mais là, quand on arrive à ce niveau-là, c'est pas qu'on stagne, mais on se heurte à des gens qui sont tout comme moi, qui ont travaillé comme des malades et qui sont là pour tout déchirer. Et eux, c'était impératif pour eux de rentrer dans ce genre de structure parce qu'il en va de leur vie, en fait. C'est-à-dire que eux, ils n'avaient pas le choix comme moi. Ils réussissent ou ils rentrent chez eux, ils sont dans la merde, en fait.
Donc, quand on se retrouve face à ça, ben, moi, ça m'a pris une crise d'angoisse, mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» Donc, bon, ben, je suis monté, sur les planches, j'ai chanté, donc les demi les la je dirais comment on appelle ça? Les éliminatoires, Mhm. je chantais un air, ça allait. Mais là, c'est en finale, quand j'étais pris en finale, on était 20. Ben là, c'est là où j'étais tellement tétanisé que j'ai eu du mal à finir mon air. Alors déjà, le premier, j'ai eu du mal. Ils m'ont demandé un deuxième où je commençais vraiment à plafonner parce que j'étais tellement tendu et tétanisé par l'angoisse que. Et ils m'ont demandé après un troisième. Et le troisième, j'ai même pas pu arriver à la fin. J'ai commencé à craquer les premières notes, les machins. Et ils m'ont arrêté. Mhm. Et, et donc, moi, ils ont mis beaucoup de temps à m'appeler. D'habitude, ils appellent genre le mois qui vient, même largement avant. Moi, ils m'ont appelé, je crois, 2 ou 3 mois après. Je crois un truc comme ça, plus ou moins au moins 2 mois. Et moi, quand on m'a appelé pour me dire que j'ai été pris, mais d'un coup, je me suis mis à pleurer. Parce que, en fait, je me dis, ben, déjà, premièrement, c'est un rêve qui devient réalité, de un, parce que Bastille, qu'on le veuille ou non, c'est quand même Bastille, c'est pas rien. Et de deux, d'avoir eu cette reconnaissance de tout le travail que j'avais mis en œuvre pour pouvoir y arriver, que ça se concrétise. Mhm. Et aussi, ça m'a prouvé aussi que on a le droit d'être en échec, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit des fois de ne pas être bon. Mais même dans une audition comme celle-là où j'ai eu un trac mais démesuré par rapport à ce que j'ai eu avant, puisque j'ai jamais eu vraiment le trac ou une angoisse ou quelque chose qui me gêne pour pouvoir chanter quand je monte sur scène, ben là je me suis dit ah ouais, mais en fait, inconsciemment, je me mettais beaucoup la pression. J'ai le droit des fois de ne pas être bien ou d'être un peu malade ou machin, mais ça doit pas m'empêcher de donner tout ce que je peux sur le moment T, en fait. Ouais. Voilà, C'est ça fait partie de la vie. On n'est pas des machines, en fait. On est humain, on est humain. On a le droit de se louper, et c'est pas ça qui va faire que notre carrière va se finir ou que tout va s'arrêter, en fait. c'est assez Moi, ça m'a marrant, fait réaliser ça. vraiment ça. Ce que tu racontes, ça me fait beaucoup penser à la dernière interview que j'ai faite avec Sophie Castin, là, donc tu connais Mmh. aussi, puisque Bah oui, le cercle du 12e. Euh, ouais. elle racontait, donc à Toulouse, elle a joué à la Halle au Grain et elle a eu un gros stress. C'est quand même une salle connue. Et, donc, elle avait un gros stress et elle pensait que c'était la catastrophe. Et en réécoutant ses enregistrements, elle avait comparé avec une autre salle où elle n'avait pas stressé. Et Mmh, finalement, il y avait énormément de bonnes choses dans ce qu'elle a fait en stressant. mmh, Et pareil, elle disait que bah, ce jour-là, elle a réalisé que le stress, oui, c'était quelque chose de gênant quand elle jouait, mais qu'en réalité, ça pouvait lui faire sortir des choses différentes mmh, et mmh, que ça pouvait aussi apporter une âme à ce qu'elle jouait. Enfin, je me souviens plus exactement de ce qu'elle disait, mmh, mais c'est ça. Et ce que tu es en train de raconter, c'est exactement la mmh. même chose, mais dans une autre version. Et je trouve ça assez intéressant parce que moi, Ouais. j'ai pas vécu cette chose-là de la même manière, vu que le Mmh, stress chez moi m'a toujours énormément tétanisé, mais vraiment. Et ça a toujours mmh, fait faire de belles catastrophes jusqu'à ce que j'apprenne mmh, à gérer ça et que maintenant, bah, je l'ai, le stress, mais il me galvanise plus qu'autre chose. En tout cas, voilà, je voulais mmh. juste marquer ça, c'est assez marrant. Tu dis la même chose que d'une autre manière que dans la dernière interview. Mais Pour ceux qui l'ont pas il vu, y a des je vous mets le lien quelque part, soit sur la vidéo, soit dans la description. Tu voulais dire un truc, pardon. justement pour rebondir là sur, ce fait-là, c'est qu'on se rend compte que les gens qui viennent nous écouter parce que finalement on nous engage, certes, mais les personnes qui nous écoutent vraiment, c'est ceux qui payent, qui viennent nous écouter. C'est eux la vraie clientèle, c'est eux vraiment qui sont censés être les gens, je dirais pas qui nous engagent, mais c'est pour eux qu'on nous engage. Et on se rend compte que finalement, même d'être imparfait, c'est ce que les gens aiment. C'est pas l'imperfection, mais c'est cette fragilité qu'on peut avoir. Et quand on est dans cette situation de stress un peu, ben, ça crée des fragilités qui donnent quelque chose de nouveau et de sensationnel pour les auditeurs, en fait. Parce que même des fois, d'avoir, par exemple, moi, en tant que chanteur, un aigu un peu plus fébrile, mais en fait, ça va donner une émotion et cette émotion, c'est ça que les gens aiment. C'est vraiment de l'instantané tu vois, c'est à ce moment-là que c'était comme ça et on pourra pas le refaire pareil parce qu'à ce moment-là, ça se passait comme ça. Et c'est ça que les gens aiment, en fait.
ce plaisir, je dirais, ponctuel, instantané, et qu'on peut avoir qu'en live et, et qu'on n'a pas sur un CD, en fait, tout simplement. Hein. C'est Voilà. Hein. ce que tu dis, qui n'a jamais vu enfin, qui n'a jamais vu, c'est déjà arrivé souvent justement à des violonistes, par exemple des grands violonistes. Moi, je prends un exemple de violoniste, ça peut être un autre instrumentiste à cordes, de la Mm, guitare, de la corde, pardon, qui pète en plein concert. Le mec se mm, rattrape en changeant, alors il va finir par s'arrêter, mais il se rattrape ou il fait un genre de cadence pour finir. Ou, bon, ben, c'est pas l'œuvre, l'œuvre a été gâchée au milieu par ça. Mais en fait, non, elle n'a pas été mm. gâchée parce que la manière de réagir de l'artiste est finalement fait partie du show. Et ça me rappelle aussi C'est un truc, je ça. ne sais pas si je l'ai déjà raconté ou pas, peu importe si je me répète. Euh, j'ai- Quand j'étais au Conservatoire d'Aix-en-Provence en troisième cycle, on faisait un quintet avant et on jouait une œuvre de Rimsky-Korsakov, je ne me souviens pas du mouvement. Mm, C'était un mouvement rapide. Et à un moment donné, on s'est perdu. Bon, il y a eu un décalage, on s'est complètement perdu et on s'est arrêté tous ensemble. Et en une fraction de seconde, enfin, très très rapidement, on s'est regardé, on a dit mesure 140, mesure 140. Ok, et paf, on est reparti. Mais ça a duré vraiment, mm, allez, une seconde. Et à la fin du concert, donc il y avait plusieurs groupes de musique de chant, tout le monde est venu nous voir pour nous dire que c'était le moment qu'ils avaient préféré de tout le concert. En fait, ce moment-là, ce moment de cohésion du groupe qui montrait qu'il y avait un oui, véritable oui. échange entre nous Mm. et du coup, ils ont été impressionnés par notre manière, mais un peu comme des chats. Voilà. On est retombé sur nos pattes et les gens ont préféré le moment où il y a eu un raté. Et Mm. toi, dans ta tête, tu te Oui, mais conditionnes c'est à dire ça. je rate rien. Et eux, ce qu'ils ont préféré, c'est ce que tu as raté. Quoi. Et là, tu te dis ok, bon, d'accord. En C'est fait, j'ai ça. rien compris. Quoi. Mais oui, mais c'est ça, tu vois, c'est exactement, voilà, tu as compris C'est exactement ce ça. que je voulais dire. Et c'est ça la magie du spectacle, en fait. Mhm. Et il faut pas avoir peur de ça parce que ça arrive, hein, des fois, un moment d'inattention, hein, on n'est pas, comme je le redis encore, on n'est pas des machines, on est Ah. humain. Voilà, Du coup, je voulais te demander, là, ben, voilà. pour un peu avancer, je voulais savoir parce que comme tu nous le disais avant, ben, voilà, toi, tu as pas tant le trac que ça. Ce sont Hmm, des fois exceptionnels, hein, ce que tu nous as raconté avant et donc j'aimerais bien savoir, quand tu as une performance importante, hein, vraiment une, où on pourrait se dire: «On peut se mettre la pression quand hmm. même, il faut réussir son coup». Heu, Qu'est-ce qui se passe avant, dans les semaines avant, cette performance? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu as une routine différente ou est-ce que tu continues à vivre de la même manière? Est-ce que tu Hmm. t'imagines le jour J? Est-ce que tu es super content, tu es excité? Est-ce que tu t'en fous royalement? Est-ce que je sais pas, voilà, comment je parle pas de ta préparation, hein. Je veux vraiment juste, comment tu vis, cette échéance importante qui arrive, en fait? Comment tu la vis en toi, Bah alors émotionnellement et cetera? alors bah, c'est une bonne question. Alors chacun, je pense, fait différemment. Moi, je sais que je me conditionne. Voilà, je dirais entre 1 et 2 semaines avant, selon l'échéance. Voilà, je me conditionne, c'est-à-dire je vais, je vais me mettre en condition comme si à chaque jour il va y avoir le soir je vais chanter. Voilà, donc c'est-à-dire faire en sorte de bien dormir, bien manger le midi, manger très peu le soir, faire le vide, hein, parce que ça, je pense que des fois, on a besoin aussi de faire le vide pour enlever toutes les mauvaises questions, les mauvaises pensées qui peuvent nous tendre et nous stresser. Et je pense qu'on est dans un métier, que ce soit chanteur ou instrumentiste, on a besoin d'avoir une détente, donc intérieure et donc physique, pour pouvoir être souple et d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes le moment venu. Voilà. Donc voilà, ça va être un quotidien où je vais être voilà, essayer de trouver surtout le calme intérieur jusqu'au jour J. Voilà. Et Plutôt que d'être dans la tension de voilà, il y a le concert et le concert ça m'est pas bénéfique et je pense à personne d'ailleurs d'être trop et tendu. Et du coup, comment tu fais, parle-nous un peu plus de ça là, de faire le vide. Ça paraît, Alors, logique et évident, mais comment tu fais? Parce que moi, je sais ouais. pas comment tu fais. Mais alors, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une très bonne question. Mais je dirais que j'accorde du temps au travail et en fait, je m'accorde du temps de détente. Voilà, ça peut être soit une série, soit rien faire même. Voilà, mais ce temps, je me l'accorde tous les jours pour pouvoir être trouver voilà un calme. Voilà, Mmh. je vais pas aller au cinéma. Si des fois j'ai un peu du mal à travailler parce que des fois ça arrive de moi je sais que ça m'arrive des fois quand je suis trop dans le stress
Parce que c'est normal de stresser un petit peu, hein, parce que les échéances, des fois, on n'a pas. Je vais être plutôt, hein, voilà, un peu stressé quand je sais que c'est des trucs de dernière minute qu'on propose, etc. Donc, à ce moment-là, j'essaye pas de ne pas y penser, mais de trouver, voilà, de trouver des moyens de me détendre, que ce soit, par exemple, jouer un peu à la console, appeler un ami, sortir prendre l'air, voilà, des petites choses comme ça qui vont apporter un peu de douceur pour pouvoir être plus détendu, plus calme. Voilà. En gros, Tous les moyens sont bons. Voilà. c'est ça. En gros, Du c'est moment que ça reste correct, hein, tu- évidemment, mais c'est ça, évidemment, mais tu travailles mmh, bien et tout en respectant ton planning, donc bah, manger moins le soir, voilà, etc. c'est ça. Évidemment, tu vas pas aller te bourrer la gueule, on est d'accord. Mais Voilà, tu c'est ça que t'octroies quand même ces petits plaisirs immédiats, finalement, un circuit de récompense hein, dans l'immédiat. voilà, Mais dans ce cas-là, c'est pas de la procrastination, c'est justement l'inverse. C'est j'ai bien travaillé et il faut savoir relâcher un peu. C'est pour avoir cet équilibre. voilà, c'est Sinon, ça. je vais être trop en pression et c'est pas bon. C'est C'est ça en ça, gros. voilà. Ne pas Ok. négliger le côté, voilà, où on a besoin de prendre du temps pour soi, pour se détendre. Voilà. Mhm. Et c'est pas en se bourrant de travail qu'en fait il faut aussi pour être optimum, il faut aussi du repos. Et il faut Ouais. aussi avoir l'esprit tranquille. Donc, tous les moyens sont bons du moment que, voilà, qu'il reste correct, pas d'aller se mettre une mine le soir et d'aller jouer le lendemain. Ça, je pense pas, moi, c'est pas mon truc. Je pense pas que ça marche Je connais un vraiment. gars, il est rentré au Mais bon, CNSM comme chacun, ça. Et, et chacun son truc. je connais un type qui a chopé une place d'orchestre en Allemagne bon bref, Hmm. en s'étant enfumé la tête. Mais ça, ce sont des exceptions. Bon, Tu ben, prenais pas après, ça pour exemple. chacun son truc. Mais en vrai, la vérité, on va pas juger, mais du moment que ça marche, ben, tant mieux. Ah ouais, non, c'est ça. Non, non, mais Pourquoi? évidemment, c'est pas, on sait très bien que pour être performant, il faut être bien reposé. Donc, forcément, Voilà, c'est tout ça. ce qui va prendre de l'énergie, donc les substances psychotropes ou alcool, hein, Voilà, mauvais délire. voilà. Mais voilà, mais en fait, respecter aussi ses besoins personnels Oui, en dehors du travail. c'est Parce qu'il ça. faut pas oublier aussi que quand on travaille, parce que c'est notre métier, mais on travaille aussi pour pouvoir s'adonner à certains plaisirs en dehors aussi. Euh, donc, quand je parle de travail, c'est-à-dire que c'est notre gagne-pain. Donc, si on travaille, qu'on garde notre argent jalousement ou je ne sais pour quelle raison, ben, moi, je trouve personnellement, c'est dommage. Si on travaille, c'est aussi pour pouvoir après derrière pouvoir se faire plaisir avec ce qu'on a gagné quoi. Donc c'est pour ça il faut pas c'est pas même donc là quand on dans ce cas de pour les examens ou des concerts etc. Il faut pas oublier tous ces plaisirs aussi à côté parce que Mhm. c'est ce qui font que on se sent bien et qu'on est à l'aise. Voilà c'est plutôt dans cette idée là tu vois que Non, non, mais que je c'était pense. pour un peu Voilà. grossir le trait, mais évidemment, je suis Bien sûr d'accord. bien sûr. Et justement, pendant des années, j'ai fait cette erreur. Pendant un mois avant mes performances, je m'autorisais quasiment plus rien, quoi. Hmm. Je Voilà. rentrais là-dedans, Voilà. je pensais plus qu'à ça. Je me disais, tu dois être hyper sérieux. Et en réalité, je mettais une pression monstre et c'était à chaque fois Hmm. catastrophique. C'était les plus catastrophiques. Ouais. Ça a été les fois où j'ai été extrêmement sérieux, où j'ai pas Hmm. su relâcher la pression. Très bien. Voilà, Alors, c'est ça. je voudrais avancer Mmh. justement parce que donc, tu nous parlais de ça, du fait que tu étais Mmh. détendu et qu'en général, ça se passe plutôt bien. Mais c'est à l'époque où on s'est connus justement, en parallèle, dans ta vie, je sais que tu te posais beaucoup de questions, que c'était pas toujours, Mmh. facile, et voilà, en termes de confiance, mais pas au niveau, technique et musical. Là, tu te régalais, hein. Je me souviens avoir fait des projets avec Ouais, toi où ouais, c'était ça, génial. Béatrice et Bénédicte, entre autres, on avait bien rigolé. ouais, Et du coup, voilà, est-ce que tu peux me parler justement de cette période, et peut-être les raisons, enfin voilà, ce que tu veux aborder évidemment, hein, ça reste, Mmh. voilà, comme on est un peu impersonnel. Et justement, après, bah, développer justement, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à dépasser ça, peut-être ta philosophie de vie aujourd'hui, comment ça t'a amené à devenir ce que tu es aujourd'hui finalement? Mmh. Bah, alors, je dirais déjà, premièrement, par rapport à cette période-là, même, je dirais même les 5 ans, on va dire, hein, on va apprendre, c'est que c'est vrai que on dirait que tout va bien pour moi. Bien sûr que non, je suis comme tout le monde, je suis humain, il y a eu des difficultés, que ce soit pour les problèmes de santé de mon père, que ce soit le relationnel aussi, parce que mine de rien, moi, quand je suis arrivé à
à Paris, j'étais tout seul, pas de famille, personne. Donc, j'étais quand même très dépaysé. Moi, je vis d'une petite ville où il faut 10 minutes pour faire juste le boulevard et on a fait toute la ville. Et là, voilà, on rentre dans une grande ville, donc on connaît personne. Puis après, je me suis fait des bons potes et tout. Mais c'est vrai que quand tu arrives à 18 ans, les gens à peu près ton âge ne te fréquentent pas forcément déjà, de un, parce que tout le monde a son cercle d'amis, les gens ne mélangent pas forcément les amis. Donc, je me suis retrouvé quand même, mais vraiment, il y en a, ils seraient choqués s'ils entendent dire ça de ma part, mais pendant 2 ans et demi, 2 ans, 3 ans, je me suis retrouvé tout seul. C'est-à-dire que je fréquentais mes amis du conservatoire, entre guillemets, mes bonnes connaissances, on va dire, au début. Hein. C'était, pour moi, ami, c'est quelqu'un que je vois souvent, que j'appelle souvent, que voilà, il y a beaucoup plus d'échanges. Et là, ça s'arrêtait au lundi où je voyais les gens au conservatoire et c'est tout. Et toute la semaine, j'étais seul, quoi, je fréquentais personne. C'est vraiment après ces 2, 3 ans que j'ai commencé à fréquenter des gens. Donc, ouais, ça a été très dur, mais au final, moi, j'ai toujours transformé les choses négatives en positifs. Du coup, j'ai profité de ça pour travailler personnellement, ce qu'il y avait à faire dans la musique, prendre des cours aussi, beaucoup, beaucoup de cours de solfège pour rattraper le temps perdu. Et aussi, comment dire, finalement, je me contentais de peu. Le lundi, je passais toujours des journées hyper agréables, entouré de tous ces super musiciens, ces bons chanteurs. Voilà, prendre mon cours qui était hyper agréable, cet échange avec les instrumentistes, tu vois, comme avec toi, voilà. Mais c'est vrai que voilà, tout ça, ça m'a aidé à passer ces moments de solitude. Je dirais, moi, le lundi, le lundi soir après 22 heures, quand on a terminé l'atelier lyrique du 12e, j'avais qu'une seule hâte, c'est de les retrouver le lundi suivant, quand même. Voilà, donc en fait, moi, j'ai pu réussir à garder le cap, déjà parce que je faisais ce que j'aimais, hein, déjà, ça aide quand même vachement beaucoup. Et de deux, voilà, de prendre ce qui me plaisait le plus dans, dans ce que je vivais et laisser un peu de côté finalement. Parce que de toute façon, qu'est-ce que c'est être heureux, qu'est-ce que c'est être bien, finalement, c'est assez vaste. On peut pas être tout le temps heureux, on peut pas être tout le temps bien, on peut pas être tout le temps triste, on peut pas être, voilà. Donc, au final, c'est un peu ce mélange de tout ça qui crée le bonheur, en fait. Cet Mhm. équilibre. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours préféré, pour pouvoir aussi garder une certaine, une certaine tenue de route, je dirais, plutôt regarder, transformer tout ce qui est négatif en positif pour pouvoir avancer. Pour moi, tout était bon comme moyen pour pouvoir continuer à avancer et garder la tête haute. Voilà. Là, je vais un peu, parce que là, on parle de belles choses, je vais un peu devenir Mm. moins beau. Abordons les sujets qui fâchent. Mais Allons-y, justement, allons-y, ouais, hein. ouais, non, justement, parce que tu parles de ça, on parle un peu de bonheur, de fait que tu es content de rejoindre les amis qui font la même chose, Mm. enfin, ou les collègues. Et comme tout le monde, puisqu'on vit dans un monde très compétitif, bah, tu t'es rendu compte que des fois, tu avais Mm. des pensées qui te ressemblaient pas et, par rapport justement à la compétition. Et justement, comment tu Mm. réagis par rapport à ça et comment tu essaies d'avancer? Qu'est-ce que tu penses justement sur ce système de compétitif? Est-ce que pour toi, il peut être sain? Est-ce qu'il est uniquement malsain? Et est-ce que c'est la meilleure des solutions pour former des bons musiciens? Voilà, un peu ta philosophie autour de ça et de ce qui pourrait être changé ou pas. Voilà, raconte-moi un peu. Alors, c'est le problème, c'est encore une fois, je pense, c'est quand on commence à rentrer vraiment dans les grandes structures où là, on nous oblige à devoir, en fait, c'est comme si un peu on devait des choses. On se doit d'avoir une certaine rigueur, on se doit d'avoir les meilleures notes et tout. Et le problème, c'est que dans ce cercle infernal comment dire, qu'on nous demande d'être les meilleurs, ben, à côté, on nous met en rivalité avec nos collègues. Et en plus, on pointe du doigt, c'est-à-dire, par exemple, j'ai été un peu moins performant aujourd'hui, et comme on a fait un concert tous avec les classes un peu différentes, ah ouais, mais lui, tu vois, lui, il a mieux chanté que toi, donc lui, il travaille plus. Donc, c'est-à-dire que toi, tu travailles pas assez. Et ça, on commence au fur et à mesure, hein, à force d'entendre un peu ce genre de choses, on finit sans s'en rendre compte. Moi, j'ai jamais critiqué, jamais, jamais, j'ai jamais jugé. Voilà. Et j'ai commencé à force, surtout quand je suis rentré à Bastille,
à commencer à avoir une opinion sur mes collègues. C'est-à-dire, par exemple, lui, il a été pris pour ça, je comprends pas, je chante mieux que lui et en fait là, mais je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit: «Mais Jean-François, qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi tu dis ça?» Je lui dis: «Tu jamais dit ça». Je lui dis: «Au contraire, tu devrais être content pour ton collègue» et normalement, la vérité, c'est que oui, si mon moi normal était très content, mais cette pression qu'on a de vouloir, être pris pour telle ou telle chose, parce qu'on nous met en confrontation et on dit: «Ouais, mais lui, on l'a pris parce qu'il travaille, plus, tu comprends? Toi, tu pas quelqu'un de très fiable». Parce que forcément, dans la société d'aujourd'hui, hein, même en dehors du champ, il faut être un peu, des moutons. Il faut un peu dire oui, il faut apprendre un peu à voilà, à suivre un peu le mouvement et moi forcément, moi quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Donc forcément, mais et voilà, ce genre de choses, ça, à force d'avoir aussi des collègues entendre cracher sur certains machins, ouais, mais lui, de toute façon, tu chantes mieux que lui. Mais en fait, moi, je m'en fous. En fait, finalement, je m'en fous de chanter mieux que qui que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est faire mon métier, c'est-à-dire chanter et donc faire ce que j'aime, pratiquer ma passion. Si mon collègue a été pris, tant mieux pour lui. Je suis content pour lui. Et s'il y a un problème, c'est avec ceux qui engagent que je dois discuter. Mais en aucun cas, je dois jalouser et en aucun cas, je dois penser de manière négative vis-à-vis de mes collègues parce que tout comme moi, déjà, moi, je connais pas leur vie hein, entière et de deux, ils ont autant de mérite que moi parce que s'ils sont au même endroit que moi, c'est qu'ils ont autant de mérite, au moins autant de mérite que moi. Donc, dans tous les cas, ils méritent ce qui lui arrive. Voilà, tout simplement. Mhm. Et moi, je trouve que c'est pas bien que on nous amène à avoir euh, certaines pensées mauvaises, toxiques vis-à-vis de nos collègues parce que on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. On a tous connu la même merde. Pour tout le monde, ça a été difficile le CNSM. Bien sûr, peut-être qu'il y en a un peu plus facile, mais même s'ils ont plus de facilité, même eux, ils ont eu leur lot de merde, comme tout le monde. Donc, on n'a pas à se juger entre nous et à juger les autres, dans tous les cas. Voilà. Et est-ce que tu penses justement, enfin ça c'est ce que je pense, après on n'est pas obligé d'être du même avis, mais que Mm. cette Bien sûr, bien mentalité-là sûr. peut amener des personnes qui ont justement des faiblesses de confiance Mm. à vraiment à se retrouver à nouveau, à avoir le trac, parce que forcément, quand tu Mm. commences toi-même à médire, même si c'est pas à médire sur les autres, bah, automatiquement tu te dis, bah, les autres parlent aussi de moi de la même manière. Je suis dans un monde où tout le monde parle sur tout Mm. le monde, donc forcément on parle sur moi de la même manière. Euh, voilà, en quoi est-ce que c'est pas quelque chose Alors, finalement qui peut-être va galvaniser certains? Il y en a certains qui vont utiliser ça pour dire: «Beh, je vais montrer que je suis le meilleur», mais il y en a d'autres, peut-être ça va, détruire et malheureusement pas faire sortir le meilleur d'eux, alors que mm. si on était plus bienveillant, ils sortiraient peut-être le meilleur d'eux. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Exactement. Est-ce que Bah toi, alors, ça te rend plus fort ou au contraire, tu penses que tu pourrais être plus fort encore s'il y avait de la bienveillance? Où tu te situes? alors, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pris le contraire. J'ai dit: «Ah ouais, tu penses ça? Ben moi, je vais te montrer ce que j'ai dans le ventre». Donc moi, c'est ça qui m'a un peu aidé. Mais la vérité, c'est que tu vois, c'est ça qui crée justement, je dirais une de mauvaises pensées. Moi, si on me disait: «Regarde Jean-François, c'était bien ce que tu as fait aujourd'hui, mais je pense que tu en as plus dans le ventre. Alors, fais ce qu'il y a à faire pour montrer ce que tu as vraiment dans le ventre et plutôt que de casser, de machin pour essayer de tirer le meilleur de moi». Parce que je pense que c'est pas question il faut toujours caresser dans le sens du poil, mais tu vois, on peut très bien dire, voilà, ça c'était très bien, mais tu vois, il y a encore ça à rectifier, donc voilà. Et en fait, juste d'être dans une bonne critique positive, ben en fait, on peut que avancer. Parce que si on pinaille sur des choses qui ne méritent même pas, en fait, on perd du temps, on perd de l'énergie, alors que toute cette bonne énergie qu'on perd, on pourrait la mettre dans le travail et à travailler les bons points qu'on doit travailler et qu'on doit améliorer. Et au contraire, voilà, comme tu dis, c'est encourager les gens à faire de même aussi, d'aller chercher un peu, de dépasser leurs limites. Mais c'est pas en écrasant les autres qu'on peut tirer le Mmh. meilleur des gens. Donc toi qui Voilà. es quelqu'un qui, dans ce que je comprends, tu es quelqu'un qui a besoin du coup de pied au cul pour avancer, qui a besoin d'être un petit peu, Mm, challengé. C'est-à-dire que mm, si je venais et que je te disais, par exemple: «Bah, tu as fait une répétition, c'est pas top», tu vois? Et je te dis: mm, «Sérieusement, c'est tout ce que tu as à me donner? C'est vraiment ça que tu as à me donner?» mm, heu, moi ça m'étonne de toi, je pensais que tu étais meilleur que ça. J'avais vraiment de ce que je connais de toi, tu préférais que je te dise ça plutôt que de dire: «Ah, c'est ça que tu me fais aujourd'hui? Ben, machin il a fait mieux, ça veut dire que tu bosses pas assez par comparé à lui».
Finalement, on essaie de faire Ouais, la même voilà, je chose pour préfère faire le sortir le premier. meilleur, mais il y en a un où je te rentre dedans directement, je rentre dans toi, mais je te compare pas. C'est juste, je te compare à Ouais, toi-même, toi-même avec toi-même. C'est-à-dire que, c'est bah, je suis ça. désolé, tu es meilleur normalement. Et l'autre, je te compare Mmh. à quelqu'un d'autre qui n'a pas, même pas les mêmes qualités que toi en plus. Parce que, comme tu le disais, il y Voilà, en c'est a qui ça. ont Il y a pas de un comparaison, en timbre, fait. un Mmh. grain de voix différent, des qualités Mmh. plus dans l'aigu, dans le grave, peu importe, même quand on est la même, de la même tessiture. On n'a Mmh. pas tous les C'est mêmes ça, forces. exactement. On est Donc, tous c'est ça. différents, on est tous Mhm. différents. Parce Même que à voix personnellement, égale, j'aime pas on qu'on me a rentre dedans, tu vois. Ce qui me fait mmh, sortir le meilleur, c'est de me dire, je vais mmh. essayer de me dire, tu vas y arriver, tu es sur le Bah bon oui, chemin. Donc, on oui. est deux profils totalement différents. C'est C'est très pour ça que c'est intéressant. bête, c'est pour ça que j'aime pas qu'on moi, j'ai jamais aimé qu'on me dise: «Ah, toi, tu chantes mieux que telle ou telle personne». Non, toi, tu aimes bien comment je chante par rapport, mais tu peux pas dire que l'autre est mauvais. Parce que si on est au même niveau, si on fait les mêmes choses, ben, c'est qu'il chante pas si mal que ça, ou sinon on le prendrait pas, et cetera, tu vois? Mhm. Après, c'est très bien sûr, on est dans un métier où il y a un peu de subjectivité, mais à un moment donné, je veux dire, il y a pas à avoir ce genre de pensée, Mhm. tu vois? C'est qu'on parle de goût, on parle pas de qui chante mieux, on s'en fout en fait de ça, tu Ouais. vois? Et c'est ça que moi j'aime pas dans notre milieu, ce côté-là où on va comparer, on va critiquer, l'autre dire qu'il est mauvais. Non, enfin, à un moment donné, ben, on le prend, ben, c'est qu'il est pas si mauvais que toi, hein. Moi là, je pour faire simple en fait, mais quand j'ai eu cette pensée-là vis-à-vis de quelqu'un, en fait, je me suis regardé dans le miroir, hein, façon de parler, hein, quand je dis je me regarde dans le miroir, j'ai rigolé. J'ai rigolé de moi-même. Parce que la vérité, c'est quoi? Moi, je me crois meilleur, mais en attendant, moi, je suis chez moi en train de regarder la télé et l'autre, il est en train de chanter. Donc, qui c'est le con dans l'histoire? C'est moi chez moi en train de critiquer ou celui qui chante? Tu vois? Bien vu, bien vu. Finalement, tu vois? Et là, tu dis, et du coup, j'ai dit, bon, allez, je suis un petit con, ok, bon, mais ça arrive comme à tout le monde d'avoir, et tu vois, ça m'arrivait peut-être une ou deux fois de penser ça, mais ça m'a suffi assez pour rigoler de moi-même en m'écoutant dire ce genre de conneries vis-à-vis des collègues. Et au contraire, ben, du coup, j'ai vu le concert en direct live, etc. Et puis j'étais content pour lui. Au contraire, tu vois? Mhm. Mais je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de courage et de force pour accepter ce genre de choses parce que c'est vrai que on a tous besoin de gagner son blé, on a tous des envies, hein, c'est normal, et on a tous des désirs. Et des fois, c'est vrai que finalement, en prenant du recul, c'est plus le désir et l'envie de chanter que j'ai envie plus que l'autre il chante mieux ou pas mieux. On s'en fout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Oui, finalement, tu aurais préféré être à sa place parce que c'est ce que tu as envie de faire, mais c'est pas la question d'est-ce qu'il est mieux ou pas, c'est juste que, voilà, c'est voilà. ça. Et C'est donc, juste, je suis jaloux, mais dans le bon sens. Ah putain, il a de la chance. Putain, moi, j'aimerais bien, j'ai envie de chanter aussi comme lui, tu vois. voilà. C'est ça le truc. Tu vois, j'aimerais bien être à sa place dans le sens, moi aussi, j'ai envie d'avoir du travail et chanter, tu vois. Ouais. C'est Voilà. que, Donc en fait, finalement, tu vois, je le transforme en quelque chose de, encore une fois, de positif, tu vois. mhm. Et du coup, finalement, ben, je suis content et je finis par même vivre ce moment avec lui et à travers lui, finalement. Ouais, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. Ben, c'est comme ça parce que je trouve que tu vois, ça m'est dû m'arriver vraiment une ou deux fois d'avoir ce genre de pensée, mais je me dis, mais non, en fait, il faut pas, chacun a son heure, chacun aura son moment. Moi, je suis pas le plus à plaindre, hein. Donc aussi, mais, euh, mais voilà. Donc, tu vois, même quand on n'est pas, je veux dire, dans de bonnes positions, on peut arriver à un moment de faiblesse, en fait, hein, dans la vie et arriver à avoir des petites pensées comme ça, mais c'est pas ça qui doit nous diriger. Voilà. être Il faut parfait. se regarder en face. Et ces moments de faiblesse, c'est peut-être les moments qui nous font grandir parce que c'est justement ce C'est moment de ça. faiblesse, c'est OK, tu es pas Mmh, parfait, mais ça te permet aussi de te remettre à niveau et de OK, j'en suis là, OK, mmh. bah, je vais travailler sur ça, attention de pas dériver du mauvais côté. Et du coup, Ouais, bah, c'est comme tu ça. dis, d'identifier, j'ai ressenti ça parce qu'effectivement, j'aimerais aussi moi être à cette place-là. Mais en Mmh, fait, mon ressentiment, il n'est pas contre lui, il est tout simplement mmh. juste parce que, bah, c'est aussi mon désir de faire la même chose et que, bah, sur le coup, Ouais, j'aurais aimé être à sa place. Mais ça ne veut voilà. pas dire que j'ai un ressentiment envers cette personne et cette personne, en fait, surtout si c'est quelqu'un que j'apprécie, bah, voilà, tant mieux. En fait, c'est cool C'est pour ça, lui. c'est ça, C'est c'est ça, cool c'est pour lui exactement finalement. C'est ça. ça, ouais, C'est ouais. exactement ça, C'est hein. c'est difficile, hein, de dire: «J'aimerais être à sa place»,
sans être Mmh. traité d'une personne qui est, «Tu jaloux, tu l'aimes pas, tu vas cracher dessus». Ben non, dans le fond, dire, on aimerait tous avoir, la place vraiment super, parfaite, qui nous fait rêver et il y a forcément d'autres gens qui y sont déjà. Bah oui, Mais, pour l'avoir, ça ne veut pas c'est dire ça, aller hein. écraser C'est les pas autres. C'est mauvais. ça en fait, c'est Oui. Non, peut-être parce que essayer de c'est s'en ça créer une qu'aussi autre dans la ailleurs. et tu vois, c'est ça aussi dans la société, on peut pas dire, parce que moi je sais que ça m'est arrivé, mais plein de fois, c'est-à-dire, tu vois, j'ai même dit à mon pote, par exemple, qui est avec moi, à Bastille. Alors moi, j'adore faire les vocalises et tout, j'aime beaucoup, par exemple, Le Barbier de Séville. C'est l'un de mes Mmh. ouvrages préférés, musicalement, que j'aime beaucoup et j'ai mon pote, Juan D, qui lui est rossinien et même une fois, moi, j'ai dit: «Putain, moi, je suis jaloux, j'aimerais bien pouvoir chanter comme toi» et c'était marrant parce que lui m'a rétorqué: «Beh, moi, j'aimerais bien chanter comme toi», tu vois? Donc c'est assez drôle, d'avoir ce rapport-là et Ouais. d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'au final, on a fait un Rossini ensemble. C'était quoi? C'était Othello de Rossini, et donc c'est un duo de deux ténors. Bon, ben, on a bien vu que bon, c'était vraiment deux ténors différents. Moi, je pouvais pas faire le contrôler comme lui faisait, etc. Et finalement, tu vois, ben ça, moi, ça m'a fait réaliser que finalement, on a tous nos qualités, nos défauts, on a tous nos envies qui ne seront des fois certaines envies qui ne seront jamais assouvies, mais finalement, quand on entend l'autre chanter, ben ce désir, il est assouvi parce qu'on prend un plaisir à écouter son collègue qui vocalise, qui tient ses aigus. C'est jouissif d'être à côté de son collègue et qui balance, tu vois, Mmh. aussi. Il y a d'autres moyens, finalement, d'arriver à assouvir des fois des désirs ou des envies que l'on a. Oui. Et pas forcément en écrasant les autres et en se croyant supérieur ou mieux que les autres. Parce que ça, je pense, c'est pas un bon état d'esprit, hein, de Ben, toute façon, hein. ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à un ami, qui est vraiment un excellent corniste, qui est corniste naturel Mmh. et beh, voilà, il est très, très bon et je sais que j'ai pas son niveau et que j'aurai certainement jamais son niveau et une des choses qui me plaît le plus, c'est quand je sais que je vais jouer avec lui. Parce que je Mmh. sais qu'être à côté de lui, ça va me rendre plus fort en fait. Je vais Mmh. donner le meilleur de moi-même parce que j'ai envie qu'il pense que c'est cool de jouer enfin voilà, quand on joue Mmh. ensemble et il me rassure par sa stabilité, il me rassure tellement, il me donne tellement envie de donner le meilleur que finalement c'est toujours un moment super agréable et Mmh. finalement c'est ça. Je veux bien sûr que j'aimerais pouvoir jouer aussi bien que lui et peut-être, réussir des choses Mmh. qu'il réussit. Je l'envie d'un côté, mais de l'autre côté, Mmh. j'adore être à côté de lui justement parce qu'il me fait Bah sortir oui. le meilleur de moi-même aussi quand je suis avec lui et c'est finalement c'est jouissif comme tu le dis, c'est bah, ouais, c'est génial Bah oui. et ça et il est capable de créer ça, de fédérer donc Mmh. c'est vraiment quelque chose mais je Bah pense qu'il oui. faut un certain temps, un peu de maturité pour comprendre ça. Je pense C'est que j'aurais ça, pas oui. été capable de le comprendre il y a 10 ans, tu vois? J'aurais été juste à me dire: Mmh. «Ouais, comment C'est il ça, fait, c'est il est question de trop fort, maturité aussi, comment il» voilà. d'expérience. Mmh, OK. mmh. Non, non, on est d'accord. Je te C'est propose pour ça de que juste, excuse-moi, ouais, juste ouais, vas-y, vas-y. pour bien dire, parce que c'est pour ça que c'est ça que je disais au début là, j'aimais pas quand on dit envier, il y en a, ils vont dire de suite: «C'est mauvais». Non, il y a envier, envier. Il y a envier de manière très maladive, jaloux, et il y a Mmh. manière d'envier dans le bon sens de voilà, en fait, on se projette, voilà, plus dans la projection plus que dans l'idée de la jalousie Oui. d'envier quelqu'un, tu vois? Parce que Mmh. souvent, les gens, quand on dit envier, c'est forcément négatif, alors que non, pas du tout. Ça peut être au contraire même très positif, ça peut nous aider même. Là, tu vois, comme toi, tu as dit, quand tu joues avec lui, ben, au contraire, tu vas même mieux jouer à côté de lui parce que ça te tire vers le haut, t'as un enthousiasme que tu ne trouves pas quand tu vas Oui. faire quelque chose de tout seul, par exemple, tu vois? Oui, cet Alors pour moi, c'est enthousiasme, il très vient important vraiment qu'on de mette le lui, doigt quoi. dessus. C'est Ouais, lui qui me voilà. transmet cette énergie complètement et c'est Ouais, pas juste parce que tu je veux le vois? dépasser, c'est pas parce que je veux le dépasser, c'est qu'au contraire, j'ai envie que ça se passe bien Ouais. et qu'il soit lui aussi content d'avoir joué avec moi et c'est vraiment important, Mmh. voilà, Oui, voilà, c'est c'est vraiment ça, ça. ouais. Ouais, il y a ce Heu, plaisir-là. Enfin, voilà. mais ouais, non, c'est intéressant parce que je l'avais jamais mis le doigt sur ce que tu viens de dire. En fait, ça m'était jamais, Mmh. venu et c'est super cool. J'espère que ça va plaire à tout le monde. Hem, du coup, je voulais aussi, finir, on va bientôt conclure. Tu m'avais parlé il y a pas si longtemps que ça. Alors je sais pas si tu as c'est pendant la période peut-être justement du covid, parce que tu me disais que ça a été une période pas facile, Mmh. et tu as refait peut-être, non, des chants corses dans des bars ou un truc comme ça ou je me trompe? Je suis complètement à côté de la plaque? Oui, oui, c'est ça, c'est que du coup, ben, forcément, hein, à cause des mesures sanitaires,
forcément, quand on commence, comme beaucoup, hein, comme moi, un début de carrière comme ça a été beaucoup stoppé par les mesures prises pour le Covid, hein, évidemment. Et donc, bon, ben, il faut s'entretenir en attendant. Donc, pour D'accord. pouvoir payer les chefs de chant, les cours encore avec, avec comment dire, mon- parce que maintenant aussi, voilà, j'ai changé de professeur, c'est-à-dire que j'ai toujours mon prof Jean-Paul Grisogne qui me suit quand même de près comme de loin. Mais j'ai décidé entre-temps depuis un an de travailler qu'avec Stéphane Doustrac. Voilà, avec qui ça se passe très bien et tout. Donc, pour pouvoir me payer donc des cours avec elle, pour pouvoir aussi m'entretenir 2, 3 fois par semaine avec un chef de chant, j'étais obligé de trouver un autre moyen de gagner de l'argent, vu que pour l'instant, je ne peux pas Mhm. pratiquer à fond mon métier. Hein, donc, voilà, parce que ça a été ralenti. Et donc, je me suis mis j'ai trouvé un bar-corps avec qui je m'entends très bien, le patron, donc, qui on s'entend très, très, très bien. Et donc, je chante en général une fois par semaine, le week-end, là-bas, pour pouvoir, voilà, pouvoir me payer les cours et tout. Et là, au début, je voulais pas faire ça. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, je voulais pas que ce soit en dépit de. Voilà. Mhm. Je voulais vraiment me remettre à la variété à un moment donné pour, euh, pour la musique par plaisir, etc. Et pour en faire quelque chose de d'autre, quoi. Changer un peu les conventions qu'on a. Le chanteur lyrique peut pas chanter de variété, le machin, et voilà, etc. Tu vois, les inversement, hein. Voilà. Donc, moi, sur le moment, je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, ça fait depuis 18 ans que je suis sur Paris, je vais en avoir 32, tout ça pour ça. Ben, ouais, ouais, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, je... Et finalement, après une semaine, j'ai réfléchi, j'ai fait mes 2, 3 premiers euh, concerts avec guitare, avec un autre collègue. Donc, au finalement, d'avoir repris contact aussi avec mes origines, parce que mine de rien, ici, je suis isolé, tout seul, loin de ma famille, loin de ma patrie, loin de ma petite île. Et je me suis surpris à repenser aux choses fondamentales de ma vie. C'est-à-dire déjà d'avoir une vie entre deux, entre Paris et la Corse, voire être beaucoup plus souvent proche de ma famille. Et, euh, et en fait, voilà, maintenant ça m'a redonné un vrai but dans ma vie et, et maintenant je sais où je veux aller vraiment. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas jusqu'à ce moment-là. Et je me suis dit qu'au final, ben, qu'est-ce que je fais là-bas? Je fais de la musique, je chante. Je suis quoi? Je suis chanteur. Donc en fait, que je chante de l'opéra ou que je chante de la variété, ça revient au même. Parce que j'ai une formation, donc que je chante de la variété comme je chante de l'opéra presque. J'adapte évidemment parce qu'en plus je suis guitariste, donc voilà, je m'accompagne, etc. Et finalement, ça m'a ramené à l'essentiel. Qu'est-ce que j'aimais dans la musique avant d'entreprendre ce long chemin périlleux d'études, ben, c'était qu'en fait, c'était le Mhm. partage, tout simplement. Et ça m'a ramené à l'essentiel, en fait, tout simplement. J'ai fait ça pour le partage, ce plaisir de voir les gens aimer, aimer ce que j'ai à leur donner, ce que j'ai à leur proposer, avoir cet échange après avoir chanté entre les gens, apprendre à connaître les gens, parce que finalement, ça tourne pas autour que de moi, ça tourne autour je dirais, d'un peu d'une certaine atmosphère où on rencontre des gens, on partage en fait, on va partager un bon moment Mhm. pendant le concert et après le concert. Voilà. Et ça m'a ramené à l'essentiel, tout simplement, hein. Et Voilà. du coup, de ce que tu dis là, j'entends, est-ce que tu dirais que justement ce voyage, ce périple, et donc ta formation via les structures traditionnelles, donc conservatoire, Mm. CNSM, et passe aussi par l'atelier de l'opéra, euh, est-ce que c'est ça qui t'a fait perdre de vue l'essentiel, ou est-ce que au contraire, c'était à un moment donné essentiel de perdre de vue un petit peu cet essentiel, cette base, parce qu'il fallait aussi que tu ailles vraiment dans ta technique. Est-ce que tu regrettes d'avoir perdu cet essentiel à un moment donné, ou est-ce que tu penses que c'était une étape nécessaire? Qu'est-ce que Alors, voilà, comment tu le vis aujourd'hui avec du recul? avec le recul, c'est clair que c'était forcément une étape nécessaire,
mais c'est vrai que dans ce cycle infernal, dans ce roulement d'études et tout, on finit un peu quand même par s'oublier, par oublier mais vraiment de très loin, ce dont pourquoi on était vraiment venu faire, en fait. Mmh. Voilà. Ouais. Et, euh, et à un moment donné, je pense avec la maturité, l'expérience, la vie fait que, ou pas, hein, je parle de mon expérience, la vie, bizarrement, cette rencontre avec Pierre Léandre au Festa et Basta, ben, ça a été un peu tu vois, le point, on dirait, tu vois, je suis parti de là, je suis arrivé là, hop, on m'a ramené au premier point. Mais en revenant au premier point, il y a tout ce bagage que j'avais avant, tu vois. Et maintenant, je vais pouvoir vraiment, c'est comme si aujourd'hui je repartais de zéro, mais c'est-à-dire que je repars pas vraiment de zéro. C'est-à-dire que je repars avec toutes les armes aujourd'hui pour affronter la vie et Mmh. vraiment pouvoir me lancer dans ce que j'ai envie d'entreprendre. Voilà, je dirais. Et C'est un c'est peu pas, finalement, c'était, sur le moment, on le vit très mal, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Il faut pas oublier l'essentiel de la vie, c'est-à-dire, ce qui nous rend heureux, les choses fondamentales. Voilà. c'est un peu, je vais te dire un truc un peu con, mais ça me fait penser au Super Mario, le 1er sur tu sais, tu finis le jeu et tu recommences le même jeu en en plus dur, C'est alors ça. avec un niveau plus haut, quoi. C'est un peu ça, ouais. Voilà, voilà. Non, non, mais ouais, c'est ça, hein. Faut pas, finalement, il y a des hauts et des bas dans la vie, mais c'est la manière dont on va réagir, comment on va prendre les choses et comment on va les transformer qui vont faire qu'on va être bien et qu'on va pouvoir aller loin dans la vie. Voilà, je pense. Ouais. Alors, je vais te poser des dernières questions. J'ai 3 questions que je pose Mhm. à tous mes interviewés maintenant. Est-ce que tu as un livre, à conseiller ou qui est pas forcément lié à ce qu'on vient de raconter, genre un livre qui t'a fait kiffer, que tu veux partager? Si c'est lié à ça, c'est bien, mais pas Mais obligé. alors, moi, je lis très peu, la Mmh. vérité. Mais il y a un livre qui m'a toujours un peu suivi depuis très jeune. Je me rappelle plus à quel âge, ça devait être peut-être 14, je sais pas, vers là. Le Comte de Monte Cristo. Et je pense que dans un sens, ça résume un peu tout ce qu'on s'est raconté jusque-là. Voilà, c'est cet homme, voilà, ça a été un peu mon modèle parce que, tu vois, tout perdre, tu vois, du jour au lendemain, finalement, pas parce que j'ai pas tout raconté non plus, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est d'être dans la galère et que finalement, lui, il a choisi la vengeance. C'est bon, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est que ce désir de vengeance où l'a amené. En fait, il a acquis des choses finalement bien plus importantes. Voilà, beaucoup plus importantes. Bien que voilà, vous connaissez l'histoire, mais c'est le fait de me dire, moi dans ma vie, il y a eu des difficultés, mais en fait, je les ai affrontées et toutes ces difficultés m'ont appris et m'ont rendu plus fort et meilleur, surtout meilleur. Voilà. Et par contre, j'ai pas été dans l'excès, bien sûr, on parle pas de vengeance, mais voilà, c'est ce chemin parcouru par cet homme qui m'a, moi, vraiment marqué, voilà, dans cette histoire. D'accord. Est-ce Pour que pouvoir juste se venger, comme quoi, quand on a un but, quand on a un vrai but, qu'on sait ce qu'on veut, on peut aller quand même très loin, on peut aller ouais. même à apprendre des choses qui sont même complètement au-delà de nos moyens, quoi. Voilà, Mmh. finalement. Je vois, je vois. Voilà. Beh, très bien. Est-ce que, du coup, aussi, est-ce que tu as une œuvre préférée? Alors là, je parle maintenant de tout art confondu. Je sais, elle est pas facile celle-là. Vraiment Mm. quelque chose, on peut aller, de l'opéra au Euh, cinéma, à la sculpture, à la peinture, vraiment l'œuvre, une des œuvres vraiment qui pour toi c'est top. là, c'est vrai que là, tu me poses une colle. Ça peut être même une série, hein, si tu penses qu'elle est, pas obligé de faire un truc pompeux, hein, ça nous intéresse pas, quoi. Mm. C'est ça vraiment quelque chose que tu kiffes. Euh, je dirais Werther de Massenet. Voilà, le personnage de Werther. C'est pas le côté dépressif du personnage, mais c'est un peu, je dirais, l'amour un peu inconditionnel qu'il porte à cette femme Charlotte, en fait. Mmh. Voilà, à quel point il a été prêt de prendre sur lui émotionnellement
pour attendre un jour sa réponse et qui finalement, bon, bah, on sait tous comment ça se termine. Hein. Elle finit par lui dire qu'elle aime au seuil de la mort. Hein. Bon, elle aurait pu le dire avant, mais bon, peu importe. Ouais, c'est vraiment cet aspect-là du personnage qui, moi, me parle beaucoup parce que l'amour inconditionnel, je dirais, pour ceux à qui ça peut parler et d'autres pas du tout parce que il faut l'avoir vécu aussi. Il y en a qui n'ont pas eu la même chance que moi d'avoir des parents aussi aimants et aussi prêts à tout sacrifier juste pour m'aider à réussir. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle l'amour inconditionnel et dans un sens l'amour conditionnel, il y a que les parents qui nous offrent, je dirais, un peu ça, c'est-à-dire que on peut faire des erreurs, on peut faire tout et n'importe quoi, et quoi qu'il arrive, ils nous pardonnent. Voilà, ils seront toujours là. Oh, pardon, autant pour moi. J'ai mon réveil qui a sonné. Ma dernière question, du coup, c'est si tu avais là un panneau gigantesque que la Terre entière pouvait voir pile au même moment, qu'est-ce que tu ferais dessus? Mmh. C'est-à-dire, attends. Quelque chose que, imagine là, qui est dans le ciel, mais tout le monde le voit en même temps. Tu vois, tout le monde. Ou D'accord. imaginons un truc qui apparaît dans la tête de tout le monde en même temps, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu ferais dessus? Ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être, j'en sais rien. Écoute, la première chose qui me vient en tête, c'est d'écrire liberté dessus. Et rien à voir avec les mesures sanitaires, mais je pense que c'est un mot qui restera toujours en moi parce que tout simplement, je suis corse, hein, tout simplement. Je pense, et je pense que c'est un mot qui restera toujours ancré en moi et voilà, ouais. La liberté, ouais, vraiment. Eh ben, Vraiment dans tous les sens du terme, hein, vraiment, hein. mhm, Voilà. parfait. Eh ben, je te remercie. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très inspirant tout ce que tu nous as raconté. Et c'est aussi sympa d'avoir justement des discours des fois qui sont à contre-courant. Je repense à cette Mm, histoire d'envie, par exemple. Voilà, et d'avoir un petit peu aussi un regard de personnes qui n'ont pas connu tant le track, parce que pour le moment, j'ai interviewé des gens qui avaient connu vraiment mm, le track, et qui pourtant, finalement, on comprend que tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a ses moments de haut et de bas, mm, et que du coup, faut pas croire qu'on est seul dans notre coin à vivre comme on dit, hein, mm. il y a que les morts qui n'ont pas de problème. C'est- C'est ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé Et puis vraiment, c'est c'était. une force hein, que d'affronter ses faiblesses, c'est de reconnaître ses faiblesses. Hein. Ouais. C'est pas du tout une honte. Non, au C'est pas contraire. du tout une honte. Au contraire, faut être fort pour reconnaître ses faiblesses. Et c'est tort aussi. Exactement. Faut le dire, parce que ça fait partie hein, du lot. Hein. Voilà. Exactement. Mais, de toute façon, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Et donc, je te Mm. remercie beaucoup pour ce temps que tu as accordé. Et je te souhaite une belle journée. Et à Merci à bientôt. toi aussi. Et pour tous ceux qui écoutent ou qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas, kiffez votre scène, c'est le plus Mm. important. Kiffez ce que vous faites. Mm. Ciao! Ciao tout le monde. Ciao. Mamma mia, in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, frinche, 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 mamma mia, si salterà, frinche, 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 mamma mia, si salterà, la 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 la. Salta, salta, gira, gira, oh, di coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, oh, di coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va quello, con la rossa va seconda, con la sforta fermo
sta, viva e balla a tondo, sono un re, sono un bascià, il più bel piacer del mondo, la più cara voluttà. Mamma mia, si salterà, frinche, 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 mamma mia, si salterà, frinche, 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 mamma mia, si salterà, e la 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 la.